Un garçon qui ne possède rien, une fillette qui a perdu l'usage de ses jambes et une danse silencieuse qui changera à jamais le destin d'un homme milliardaire. Mais ce qu'il s'apprête à faire n'est pas ce que l'on pourrait imaginer. Le monde de Jean-Pierre Dubois était bâti sur des fondations de béton, d'acier et de chiffres qui grimpaient toujours, vus depuis le dernier étage de son gratte-ciel au cœur battant de la Défense. La ville s'étendait à ses pieds comme une carte de sa propre réussite. Il pouvait tracer du regard les boulevards où il avait conclu des affaires millionnaires, les immeubles que son entreprise avait érigés, le flux doré d'un empire qui répondait à chacun de ses ordres. Pourtant, chaque jour, son regard revenait inévitablement à un point de verdure enchâssé entre les bâtiments. Le jardin du Luxembourg n'était pas un parc pour lui. C'était une cage dorée en plein air où il emmenait sa fille Chloé, espérant voir sur son visage autre chose que le vide. Cet après-midi-là encore, le chauffeur conduisait la berline noire avec une efficacité silencieuse, presque funèbre. Sur la banquette arrière, Jean-Pierre observait le profil de sa fille. À 9 ans, Chloé était entourée de tout ce que l'argent pouvait acheter. Son fauteuil roulant était un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande, léger et personnalisé. Ses vêtements étaient en cachemire doux, choisis pour ne pas irriter sa peau sensible. Mais ses yeux grands et d'un bleu qui rivalisait autrefois avec le ciel d'été étaient éteints. Il fixait le paysage urbain qui défilait, sans l'enregistrer. Depuis que l'accident, 1 an plus tôt, lui avait ravi l'usage de ses jambes, et pire encore, sa mère, Chloé s'était retirée dans une forteresse de silence qu'aucun médecin, psychologue ou spécialiste grassement payé n'avait réussi à ébranler. Arrivé au parc, un assistant aida Chloé à descendre et l'installa près du grand bassin où les canards glissaient sur l'eau avec indifférence. Jean-Pierre, comme toujours, se tint à distance, assis sur un banc non loin. C'était sa routine de la douleur, lui donner de l'espace, l'observer et se sentir échouer minute après minute. Son téléphone vibrait d'appels urgents, d'emails valant des milliards d'euros, mais tout ce qui comptait était ce petit cercle de silence autour de sa fille. C'est à ce moment-là qu'il vit le garçon. Léo ne mesurait pas le monde en mètres carrés ou en valeur boursière. Son monde était fait de trottoirs durs, de fins intermittentes et de la recherche constante d'un recoin à l'abri du vent. À 12 ans, ses seules possessions étaient une paire de baskets usées et un sac à dos contenant les fragments de sa vie. Pour lui, Paris n'était pas une ville d'opportunités, mais un labyrinthe d'indifférence. Pourtant, Léo n'avait pas laissé le froid de la rue éteindre l'étincelle en lui. Il avait une imagination qui le transportait loin et une gentillesse qu'il réservait à ceux qui, comme lui, étaient invisibles aux yeux du monde. Ce jour-là, la faim était plus forte que d'habitude. Il errait dans le parc, non pas en quête de problèmes, mais en espérant la distraction d'un touriste ou la gentillesse d'une grand-mère. C'est alors qu'il la vit. Une fillette aux cheveux blonds, assise immobile sur une chaise qui ressemblait à un trône futuriste. Il ne vit pas les vêtements coûteux ni l'aura de richesse qui l'entourait, il ne vit que sa tristesse. C'était une tristesse qu'il reconnaissait, une parente proche de la solitude qu'il ressentait chaque nuit. Un instant, il hésita. S'approcher de gens, comme cela, signifiait souvent se faire chasser. Mais quelque chose dans la façon dont la fillette fixait l'eau le frappa. C'était comme regarder son propre reflet. Lentement, à pas léger pour ne pas faire de bruit, il s'approcha, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. De son banc, Jean-Pierre se raidit, son instinct protecteur hurla. Il était sur le point de se lever, d'appeler la sécurité, de chasser ce petit va-nu-pied qui osait envahir l'espace sacré de sa fille. Mais quelque chose le retint. Le garçon ne demandait pas d'argent, il ne parlait pas, il était simplement là en silence. Puis quelque chose d'étrange se produisit, Léo se mit à bouger. Ce fut d'abord un mouvement timide. Il leva les bras lentement, comme s'il imitait les arbres se pliant au vent. Puis il remarqua que le soleil de l'après-midi projetait son ombre longue et fine sur le sol pavé, juste devant Chloé. Une idée brilla dans ses yeux. Il commença à danser avec son ombre. C'était pas une vraie danse, c'était une pantomime silencieuse, une histoire racontée sans mots. Son ombre devint un oiseau prenant son envol, puis un géant maladroit trébuchant sur ses propres pieds, puis un magicien lançant des sorts invisibles. Léo se tordait, sautait, se cachait derrière un arbre pour réapparaître avec une expression comique. Il donnait un spectacle rien que pour elle, un public d'une seule personne. Au début, Chloé ne réagit pas, mais son regard se déplaça de l'eau à l'ombre dansante. Un pli de curiosité apparut sur son front, elle inclina légèrement la tête. Léo, voyant qu'il avait capté son attention, devint plus audacieux. Il fit semblant de glisser sur une peau de banane imaginaire, tombant au sol avec un bruit sourd, silencieux et théâtral, restant immobile, les jambes en l'air.
Un petit son fragile comme du cristal brisa le silence. Jean-Pierre sentit son cœur s'arrêter. C'était un rire. Ou plutôt le début d'un rire, un petit toquet de joie presque imperceptible. Les yeux de Chloé étaient fixés sur Léo. Et pour la première fois, depuis un an, un sourire fleurissait sur ses lèvres. Un sourire vrai, authentique. Léo se releva, fit une révérence maladroite et le sourire de Chloé s'élargit. Le rire, cette fois, fut un peu plus fort. Pour Jean-Pierre, ce son fut plus assourdissant qu'une explosion. L'argent, le pouvoir, l'influence n'avaient pas réussi à acheter ne serait-ce que l'ombre de ce sourire. Et maintenant, un gamin sans nom et sans rien le lui offrait gratuitement. Une tempête d'émotions submergea Jean-Pierre. Gratitude, colère, envie. Puis une idée, froide et tranchante comme du verre, commença à prendre forme dans son esprit calculateur. Il se leva de son banc. Son costume de grand couturier à des milliers d'euros n'avait pas un pli. Chacun de ses mouvements était contrôlé, mesuré. Il ignora l'assistant qui s'était levé à son tour, prêt à intervenir. Lentement, avec des pas lourds qui semblaient écraser l'herbe sous ses pieds, Jean-Pierre Dubois commença à traverser la pelouse. Son ombre, bien plus imposante et sombre que celle de Léo, s'allongea jusqu'à couvrir les deux enfants. Léo arrêta de danser. Il se retourna et vit l'homme grand et sévère qui approchait. Son expression était un masque de glace, impossible à déchiffrer. La joie du moment s'évanouit, remplacée par la vieille peur familière. Chloé, en voyant son père, cacha de nouveau son sourire, comme une fleur qui se referme à la tombée de la nuit. Jean-Pierre s'arrêta devant eux, dominant le garçon de toute sa hauteur. Le silence devint pesant, chargé d'une tension presque insupportable. Léo baissa les yeux, s'attendant aux cris, à l'insulte, à l'ordre de partir. Mais les mots ne vinrent pas. Seul vint le poids du regard de cet homme puissant, un regard qui ne semblait ni en colère, ni reconnaissant. Il semblait seulement intense, comme celui d'un homme qui vient de trouver la solution à un problème très très compliqué. Le silence dans le parc était devenu dense, presque solide. Léo sentait les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. L'homme devant lui, Jean-Pierre Dubois, ne bougeait pas un muscle. Ses yeux sombres et perçants l'examinaient, non pas comme on regarde un enfant, mais comme un expert en art évalue un objet rare et inattendu. Finalement, sa voix profonde et sans chaleur trancha l'air. « Comment t'appelles-tu » La question n'était pas une demande polie, mais un ordre. Léo déglutit avec peine. « Léo » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Jean-Pierre hocha lentement la tête, son regard se déplaçant un fugace instant vers Chloé, qui les observait avec un mélange de peur et de curiosité. Puis il revint fixer Léo. « Tu as fait rire ma fille. » C'est la première fois que ça arrive depuis longtemps. Il n'y avait aucune gratitude dans sa voix, seulement la constatation d'un fait. « Monte dans la voiture. Nous devons parler. » Ce n'était pas une demande. L'assistant, un homme vêtu de gris qui semblait sorti de nulle part, fit un pas en avant. Léo se sentit paralysé. Une partie de lui voulait s'enfuir, courir aussi vite que possible et disparaître à nouveau dans l'anonymat de la ville. Mais une autre partie, celle qui avait vu le sourire de Chloé, était enchaînée à cet endroit. Il regarda la fillette et un instant, leurs regards se croisèrent. Dans ce regard, il vit une muette supplique. Sans savoir pourquoi, il se retrouva à marcher vers la berline noire, dont les portières avaient déjà été ouvertes par le chauffeur. L'intérieur de la voiture était un autre monde. L'odeur était celle du cuir coûteux et de l'air filtré. Le silence était absolu, rompu seulement par le bourdonnement presque imperceptible du moteur. Léo s'enfonça dans le siège en cuir souple, se sentant déplacé avec ses vêtements sales et sa peau poussiéreuse. Jean-Pierre s'assit en face de lui, séparé par une large distance. Chloé était à côté de son père, de nouveau silencieuse, mais ses yeux continuaient de regarder Léo. « J'ai une offre pour toi, Léo », commença Jean-Pierre, à l'endroit au but, tandis que la voiture glissait dans le trafic parisien. Un accord, les conditions sont simples. Tu viendras vivre chez moi. Ta seule obligation sera d'être un compagnon pour Chloé. Tu devras faire exactement ce que tu as fait aujourd'hui, utiliser ton imagination, jouer avec elle, la rendre heureuse. Léo le fixait, stupéfait, vivre chez lui. Il n'arrivait même pas à imaginer à quoi ressemblait la maison d'un tel homme. En échange, poursuivit Jean-Pierre sa voix monotone, comme s'il lisait un contrat, tu auras ta propre chambre, des vêtements propres, de la nourriture tous les jours. Tu n'auras plus à te soucier du froid ou de la faim. Ce sera ta récompense. Cependant, et ici son ton devint plus dur, il y a des règles très strictes. Tu feras ce qu'on te dit, quand on te le dit. Ta vie sera programmée.
tu n'auras aucun contact avec le monde extérieur sans mon approbation, tu es un de mes employés et ta seule fonction est la sérénité de ma fille. Est-ce clair? Un employé, pas un ami, pas un invité, un employé. Le mot bourdonnait dans la tête de Léo. L'offre était un rêve, un lit chaud, des repas assurés. Mais le prix était sa liberté, la seule chose qu'il avait toujours possédée. Il se sentit comme un animal sauvage à qui l'on offrait une cage dorée avec une gamelle pleine de nourriture. Mais son regard tomba de nouveau sur Chloé. Sur son visage était revenu ce masque de tristesse. Le rire qu'il lui avait offert s'était déjà évanoui. Peut être, pensa-t-il, que sa liberté valait moins que le sourire de cette fillette. « J'accepte », dit Léo, la voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Jean-Pierre fit un autre signe de tête presque imperceptible, comme si le résultat avait été une évidence depuis le début. Bien, l'accord est scellé. L'hôtel particulier des Dubois n'était pas une maison, c'était une forteresse de luxe minimaliste située dans l'un des arrondissements les plus exclusifs et surveillés de Paris, cachée derrière de hauts murs et des portails en fer forgé. Quand la voiture les franchit, Léo eut l'impression de passer la frontière d'une autre nation. Le jardin était un chef-d'œuvre de géométrie, avec des pelouses si parfaites qu'elles semblaient fausses et des arbres taillés en forme impeccable. Pas une seule fleur ne dépassait. À l'intérieur, la sensation de froid s'intensifia. Des sols en marbre blanc s'étendaient dans de vastes salons dont les murs étaient ornés de quelques immenses toiles d'art moderne qui semblaient hurler leur prix. Le silence était oppressant. Chaque pas résonnait dans l'espace vide. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de bibelots, pas le désordre réconfortant d'une maison habitée. C'était comme un musée privé, un monument à la richesse de son propriétaire. Sur le seuil, ils furent accueillis par une femme grande et squelettique, vêtue d'une robe noire sévère. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un chignon si serré qu'il tirait la peau de son visage. « Madame Lefebvre », dit Jean-Pierre. Voici Léo, à partir d'aujourd'hui, il vivra ici, il sera le compagnon de jeu de Chloé, montrez-lui sa chambre et expliquez-lui les règles, il est sous votre responsabilité. Madame Lefebvre toisa Léo de haut en bas, son regard un mélange de mépris et d'agacement. Elle ne fit aucun effort pour cacher son dégoût pour les vêtements usés du garçon. « Suis-moi », siffla-t-elle, sans même lui adresser un sourire. Tandis que la gouvernante le conduisait en haut d'un escalier de verre et d'acier, Léo se retourna. Il vit Jean-Pierre pousser le fauteuil roulant de Chloé le long d'un couloir, déjà absorbé par une conversation téléphonique. Sa voix était redevenue celle d'un homme d'affaires qui déplace des capitaux. Il ne s'était même pas retourné. La chambre de Léo était plus grande que n'importe quel endroit où il avait jamais dormi. Il y avait un lit immense avec des draps d'un blanc immaculé, un bureau, une armoire déjà remplie de vêtements neufs à sa taille, et une salle de bain privée avec une douche aussi grande que son ancienne niche en carton. Sur le lit, un pyjama était plié. Le dîner est à 19 heures précises, l'informa Madame Lefebvre, sa voix tranchante. Les retards ne sont pas tolérés, le petit déjeuner à 7h30. Les leçons de Mademoiselle Chloé commencent à 9h00. Vous participerez à certaines activités avec elle selon un programme qui vous sera fourni demain. Vous ne pouvez pas quitter cette propriété sans permission. Toute déviation du programme doit être approuvée par moi ou directement par Monsieur Dubois. Avez-vous compris ? Léo hocha la tête, se sentant dépassé. La femme le toisa une dernière fois et partit, fermant la porte derrière elle avec un clic sec qui sonna comme définitif. Resté seul, Léo s'approcha lentement de la fenêtre. Il regarda dehors, au-delà du jardin parfait et des hauts murs. Au loin, les lumières de Paris commençaient à scintiller contre le ciel crépusculaire. C'était la même ville où, quelques heures plus tôt, il était libre. Libre d'aller où il voulait, libre d'avoir faim, libre d'être invisible. Maintenant, il avait tout ce qu'un garçon comme lui pouvait désirer. Un lit douillet, de la nourriture, la sécurité. Mais en sentant le tissu lisse et inconnu du pyjama, un profond sentiment de malaise l'envahit. Il ne se sentait pas chanceux, il se sentait piégé. Il avait échangé son monde contre une cage et il n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix. La porte s'était refermée et pour la première fois, Léo comprit que le prix de la sécurité était une prison. Les premières semaines dans la demeure des Dubois furent pour Léo une série de chocs continus. Le choc du silence si profond qu'il pouvait entendre ses propres pensées, le choc d'avoir 3 repas par jour servis dans des assiettes qui valaient probablement plus que tout ce qu'il avait jamais possédé, et surtout le choc de la routine, un emploi du temps inflexible rythmé par la voix métallique de Madame Lefebvre, qui gouvernait son temps comme un général commande son armée.
Mais au milieu de cette discipline étouffante, il y avait les heures avec Chloé. Et ces heures devinrent une oasis pour Léo. Jean-Pierre Dubois, dans son calcul froid, avait vu juste sur une chose, l'imagination de Léo était une clé, mais il n'avait pas compris que cette clé n'ouvrait pas une porte vers la sérénité programmée, mais vers un monde entier que lui, avec tout son pouvoir, ne pouvait même pas concevoir. Dès que la gouvernante est laissée seule dans la salle de jeu, un espace immense et stérile, avec des jouets coûteux, encore dans leur boîte, Léo se mettait au travail. Leur première grande aventure fut de transformer la bibliothèque. Pour Chloé, ce n'avait toujours été qu'une pièce remplie de livres qui sentait la poussière. Pour Léo, elle devint la forêt des murmures. Les hautes bibliothèques en acajou étaient des arbres séculaires. Les fauteuils en cuir étaient des montagnes à escalader. Léo lui racontait des histoires de sa vie dans la rue, transformant les ruelles sombres de Paris en sentiers mystérieux et les bouches d'égout fumantes en portail vers des mondes souterrains. Au début, Chloé écoutait en silence, ses grands yeux bleus suivant chacun de ses mouvements. Puis, elle commença à répondre par monosyllabes, un oui, un non. Un jour, alors que Léo décrivait un chat errant qu'il avait connu comme un tigre miniature au cœur courageux, Chloé murmura « Il avait un nom ?» C'était une fissure dans le mur de son silence. Léo s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. « Bien sûr qu'il en avait un, » répondit-il doucement. Il s'appelait Éclair. À partir de ce jour, Chloé commença à parler davantage. Elle posait des questions, corrigeait les détails des histoires de Léo avec une logique enfantine et sérieuse. Et, plus important encore, elle commença à y contribuer. La forêt des murmures se peupla de créatures de son invention, des fées timides qui vivaient derrière les dictionnaires et un dragon grincheux qui dormait sous le bureau de son père. Sa personnalité, longtemps enfouie sous le poids du traumatisme, refaisait lentement surface. Et avec elle, son rire revint. Non plus un son fragile et incertain, mais une véritable cascade de joie qui résonnait parfois dans les couloirs silencieux de la demeure, faisant sursauter Madame Lefebvre. Mais chaque rire, chaque jeu se déroulait sous l'ombre des règles. La gouvernante était un faucon. Elle apparaissait de nulle part pour leur rappeler que c'était l'heure du goûter, ou qu'il faisait trop de bruit, ou que les coussins du canapé n'étaient pas des outils de construction. Un après-midi, Léo eut une idée. Il prit les coûteuses couvertures en cachemire du salon et, avec l'aide complice de Chloé, construisit une magnifique tente entre le canapé et une table basse en cristal. À l'intérieur, dans l'obscurité, avec une petite lampe de poche, il se sentait en sécurité, comme dans une vraie cachette. C'est à ce moment, alors qu'il racontait à Chloé l'histoire de la fois où il avait dormi une nuit entière dans la caisse d'un vieux piano, que Madame Lefebvre les découvrit. Elle ne cria pas. Sa colère était froide, tranchante. Ces couvertures valent plus que toute ton existence, siffla-t-elle à Léo en démantelant leur forteresse. Ta fonction ici est de divertir Mademoiselle Chloé, pas de lui apprendre tes habitudes de sauvage. Que cela ne se reproduise plus. Ce soir-là, Léo fut convoqué dans le bureau de Jean-Pierre. C'était la première fois qu'il y entrait. La pièce était dominée par un bureau noir brillant et une immense baie vitrée offrant une vue imprenable sur Paris. Jean-Pierre ne lui demanda même pas de s'asseoir. « On m'a rapporté un incident, dit-il, sans lever les yeux d'un document sur son ordinateur. Les règles de cette maison existent pour une raison, ordre, discipline. » Les progrès de Chloé sont évidents. Ses médecins notent une amélioration de son humeur. Ta méthode, bien que peu orthodoxe, fonctionne. Mais ne confonds pas les résultats avec la permission de faire ce que tu veux. Tu es ici pour exécuter une tâche, ne l'oublie pas. Léo resta silencieux, le cœur lourd. Une tâche, une méthode. Jean-Pierre parlait de sa fille comme d'un projet et de lui comme d'un outil. Il n'y avait ni chaleur ni gratitude, seulement l'analyse froide d'un résultat. La vie continua dans cet étrange équilibre. Des moments de joie pure et de connexion avec Chloé, suivis de réprimandes rigides et de la sensation constante d'être surveillé. Les caméras de sécurité qui l'ignoraient auparavant lui semblaient maintenant des yeux qui le suivaient partout. Chaque geste était évalué, chaque parole mesurée. La demeure, avec son luxe, devint de plus en plus une prison. La nourriture avait le goût de la poussière. Le lit douillet semblait fait de pierre. Un soir tard, après avoir mis au lit une Chloé heureuse et bavarde, Léo s'arrêta devant l'un des nombreux miroirs du couloir. Il vit son reflet, un garçon portant un pull coûteux, les cheveux propres et coiffés. Il ne ressemblait plus au gamin affamé du parc, mais ses yeux étaient les mêmes. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait perdu quelque chose de fondamental.
Il voyait le garçon qui faisait rire une fillette triste, mais il voyait aussi le prisonnier qui vivait entre des murs dorés, dont la seule évasion était une imagination qu'il craignait, tôt ou tard, de voir étouffé par tout ce silence et toutes ces règles. Le bonheur de Chloé était sa seule raison de rester. Mais chaque jour, il se demandait combien de temps encore il pourrait tenir avant de se perdre complètement. Les mois passèrent. L'automne parisien peignit de mélancolie les feuilles du jardin parfait des Dubois et la routine de Léo devint une seconde peau. Il s'était habitué au luxe, à la nourriture ponctuelle, même à la présence austère de Madame Lefebvre. Son amitié avec Chloé était devenue le centre de son univers. Leur journée était un tissu d'histoires inventées, de forteresses de coussins et de rires, qui remplissaient des pièces autrement vides. Chloé était transformée. Elle n'était plus le fantôme du parc, elle était vive, curieuse et sa dépendance au fauteuil roulant semblait presque un détail secondaire dans le monde qu'ils avaient créé ensemble. Léo aurait dû être heureux. Pourtant, une inquiétude subtile, comme une fissure dans un verre, avait commencé à ébranler sa paix. Il commença à remarquer des étrangetés. Il y avait les visiteurs. Pas les hommes d'affaires en costume coûteux qui rencontraient parfois Jean-Pierre pour de brèves réunions formelles, ceux-là étaient différents. Ils arrivaient dans des voitures sans insigne, vêtus de tenues sombres et fonctionnelles, transportant des mallettes en métal. Ils ne souriaient jamais, parlaient à voix basse avec Jean-Pierre dans son bureau et observaient parfois Chloé de loin avec un regard qui donnait des frissons à Léo. C'était pas le regard d'un médecin de famille. C'était clinique analytique comme s'il mesurait quelque chose d'invisible. Un jour, alors qu'il jouait avec Chloé dans le jardin, il vit l'une de ses visiteuses, une femme aux cheveux sévères, faire un signe de tête à Jean-Pierre et désigner Chloé, qui était en train de rire. L'expression de la femme n'était pas de la joie, mais de la satisfaction, comme un scientifique observant la réussite d'une réaction chimique. Puis il y avait l'aile et de la demeure. C'était un territoire interdit. Les portes de ce couloir étaient toujours fermées et Léo avait remarqué qu'elles étaient équipées de serrures électroniques. Parfois, tard le soir, quand la maison était plongée dans le silence le plus total, il lui semblait entendre un faible bourdonnement provenant de cette direction. Un son bas et constant, comme celui d'une machinerie toujours en fonction. Une fois, un ballon avec lequel il jouait roula jusqu'à la porte de ce couloir. Quand Léo courut pour le ramasser, Madame Lefebvre apparut presque de nulle part, le visage plus tendu que d'habitude. « Cette partie de la maison ne vous concerne pas », l'avertit-elle, sa voix plus glaciale que jamais. « Ne vous en approchez plus jamais ». Sa réaction fut si exagérée qu'elle transforma la simple curiosité de Léo en une véritable suspicion. Que cachait-il derrière ces portes et pourquoi ces gens étranges observaient-ils Chloé de cette façon? Léo se sentait comme le personnage d'une de ces histoires, un explorateur qui a découvert la carte d'un trésor maudit. Le tournant eut lieu un après-midi pluvieux, la pluie battait sans relâche contre les immenses baies vitrées du salon, emprisonnant Léo et Chloé à l'intérieur. Il jouait à cache-cache, un jeu qui obligeait Léo à être créatif, ne cachant que lui-même et criant « Trouvez !» quand il repérait Chloé qui se couvrait les yeux avec ses mains en gloussant. Pendant un tour, Léo trouva une cachette parfaite derrière un lourd rideau de velours, juste à côté de la porte du bureau de Jean-Pierre. Il savait que Jean-Pierre était à l'intérieur, car il l'avait entendu arriver peu avant. Il était sur le point de bondir et de courir chercher Chloé quand il entendit la voix de Monsieur Dubois. C'était pas son ton habituel, calme et contrôlé. Elle était tendue, chargée d'une frustration refoulée, presque désespérée. Il parlait au téléphone « Les complications ne m'intéressent pas ». Des mois ont passé et les progrès sont minimes, disait Jean-Pierre, la voix basse mais vibrante de colère. Les projections étaient différentes. Il y eut une pause, pendant laquelle Léo imagina une voix rassurante à l'autre bout du fil. « Oui, je sais que le protocole est délicat, reprit Jean-Pierre, et ce mot protocole sonna étrange, déplacé. Je sais que ça demande du temps, mais nous n'avons pas de temps. Chaque jour qui passe est un jour de perdu, une autre pause plus longue, sa reprise psychologique est indéniable. Sur ce point, vous aviez raison. Le garçon se révèle être un catalyseur incroyablement efficace. Son état émotionnel est la clé de voûte de tout le système, je le comprends. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut un pas en avant, un résultat tangible. Catalyseur. Léo ne connaissait pas le sens exact du mot, mais la façon dont Jean-Pierre l'avait prononcé lui donna l'impression d'être un objet, une substance chimique ajoutée à une formule. La conversation touchait à sa fin et la voix de Jean-Pierre devint un sifflement glacial, chargé d'une détermination terrifiante. « Écoutez-moi bien, j'ai investi un capital que vous ne pouvez même pas imaginer dans ce projet. Cette expérience doit réussir à n'importe quel prix.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Expérience, ce mot frappa Léo avec la force d'un coup de poing à l'estomac. Il resta immobile derrière le rideau, le souffle coupé. Une expérience, le protocole, un catalyseur. Les mots auparavant sans sens s'assemblaient maintenant en un dessin monstrueux. Il ne s'agissait pas du bonheur de Chloé, il ne s'agissait pas d'amitié, il n'était pas là pour la faire sourire par gentillesse ou affection, il était un pion, une variable calculée, insérée dans une équation complexe pour produire un résultat. L'état émotionnel de Chloé, leur amitié, leur jeu, leur rire n'étaient pas réels. C'était des données pour une expérience. Lentement, sans faire le moindre bruit, Léo s'écarta du rideau. Il sortit de sa cachette et s'adossa contre le mur froid du couloir, le cœur battant à tout rompre. Le luxe qui l'entourait prit soudain un aspect sinistre. Les œuvres d'art moderne semblaient froides et menaçantes. Le marbre sous ses pieds était glacial comme le sol d'un laboratoire. Chloé l'appela de l'autre bout du salon. « Léo, où es-tu »« Je te trouve pas !» Sa voix joyeuse, la voix qu'il avait lui-même contribué à libérer, lui sonnait maintenant différemment, comme le gazouillis d'un oisillon en cage qui ne sait pas qu'il est observé par un scientifique. Il regarda ses mains. Étaient-ce les mains d'un ami qui construisait des forteresses de couverture ou celles d'un instrument utilisé pour manipuler les émotions d'une fillette ? L'ombre du doute n'était plus une ombre, c'était devenu une certitude terrifiante. Quelque chose de terrible se passait dans cette maison et lui, sans le savoir, en était devenu le complice. Les mots « expérience » et « catalyseur » devinrent le poison qui contaminait chaque instant de la vie de Léo. Il ne pouvait plus regarder Chloé sans penser qu'il était un engrenage dans une machine dont il ignorait le but. Leur amitié, qui avait été sa seule source de joie, lui semblait maintenant un mensonge bien construit. La peur et le soupçon se transformèrent en une détermination froide. Il devait découvrir la vérité. Pas seulement pour lui-même, mais pour protéger Chloé d'un jeu dont elle était le pion principal et inconscient. Il commença à observer, non plus comme un enfant, mais comme un espion. Il étudiait les mouvements de Madame Lefebvre, les heures où Jean-Pierre était en voyage d'affaires, les petits détails de la sécurité de la demeure. L'aile était son objectif. La vérité, il en était certain, se cachait derrière ces portes blindées. L'occasion se présenta une semaine plus tard, un mardi. Jean-Pierre était parti pour un voyage d'affaires à Zurich et ne rentrerait pas avant le soir. Madame Lefebvre, bien que toujours vigilante, était légèrement moins tendue sans la présence de son employeur. Léo avait planifié son coup. Pendant que la gouvernante était dans la cuisine à superviser la préparation du dîner, il prit une profonde inspiration et mit son plan à exécution. D'un mouvement rapide et apparemment maladroit, il fit tomber un lourd vase de fleurs dans le couloir ouest, le brisant en 1000 morceaux et inondant le sol en marbre. Le bruit fut assourdissant. Madame Lefebvre accourut, le visage un masque de fureur. « Imbécile ! Regarde ce que tu as fait !» siffla-t-elle en se penchant pour examiner le désastre. C'était la diversion dont Léo avait besoin. Pendant qu'elle était occupée à jurer et à appeler un membre du personnel pour nettoyer, Léo s'éclipsa en silence, le cœur martelant sa poitrine, et courut vers l'allée. Il avait remarqué que la porte principale de ce secteur s'ouvrait avec une carte magnétique que la gouvernante gardait toujours sur elle, mais il avait aussi espionné l'un des techniciens en visite et l'avait vu utiliser un code numérique sur un clavier presque invisible à côté de la porte. Il ne l'avait vu le taper qu'une seule fois, mais il pria pour l'avoir mémorisé correctement. Les doigts tremblants, il tapa les 6 chiffres. Un petit clic presque imperceptible et la porte s'ouvrit. Léo se glissa à l'intérieur et la porte se referma derrière lui, le scellant dans un monde complètement différent. L'air était plus froid, presque stérile, et le silence était rompu par ce bourdonnement bas et constant qu'il avait entendu la nuit. C'était pas une aile résidentielle, c'était un laboratoire. Les murs étaient blancs et nus, éclairés par des néons. Des câbles couraient le long du sol et sur des tables en métal reposaient des machines complexes et des écrans d'ordinateur. Au centre de la pièce principale se trouvait l'objet le plus bouleversant de tous. Une paire de jambes robotiques, un exosquelette complexe fait de métal brillant et de fibres de carbone, monté sur un piédestal comme une œuvre d'art futuriste. Avec un sentiment de terreur croissant, Léo s'approcha d'un bureau sur lequel un ordinateur était allumé. À côté, il y avait un dossier avec une seule étiquette, Projet C. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des feuilles remplies de graphiques, de diagrammes et de langage technique qu'il ne comprenait pas.
Mais il comprit les titres des sections suivi neuronal, réponse émotionnelle, conditionnement psychologique, et puis il vit son nom, catalyseur L. Sur un graphique, une ligne représentant l'activité cérébrale de Chloé grimpait en flèche en correspondance avec des notes manuscrites. Session de jeu, rire prolongé, interaction avec catalyseur L. Il mesurait son amitié, il transformait la joie de Chloé en données. Puis, il vit une icône sur le bureau de l'ordinateur, archive vidéo. Il cliqua, une grille de séquences s'ouvrit. La première qu'il choisit était étiquetée Parc pré-accident. L'écran s'illumina, montrant une fillette de 8 ans avec les mêmes cheveux blonds et les mêmes yeux bleus que Chloé, courant dans une prairie à la poursuite d'un papillon. C'était elle. Elle courait, sautait, riait au soleil, elle était pleine de vie, une force de la nature. Léo sentit une douleur si vive au cœur qu'elle lui coupa le souffle. Il cliqua sur une autre vidéo. Session thérapeutique 3. L'image montrait la même fillette quelques mois plus tard dans une chambre d'hôpital. Elle pleurait tandis qu'un médecin essayait de bouger ses jambes inertes. Son visage était un masque de douleur et de désespoir. Finalement, il ouvrit un fichier nommé Simulation Protocole 7. C'était une animation par ordinateur. Elle montrait un modèle de l'exosquelette attaché à une figure humaine stylisée et la montrait en train de marcher. À cet instant, tout devint clair dans un éclair d'horreur aveuglante. L'expérience. Le protocole. Jean-Pierre Dubois n'était pas un père cruel au sens classique du terme. Il était peu être pire. Un homme si désespéré et obsédé qu'il avait transformé sa fille en un projet scientifique. L'exosquelette était son remède miracle, un pari technologique pour la faire remarcher. Mais la technologie ne suffisait pas. Il avait besoin de l'esprit de Chloé, de sa volonté, de son espoir. Et pour allumer cet espoir, il avait trouvé l'outil parfait, un garçon des rues, seul et plein d'imagination. Un catalyseur pour produire la réaction émotionnelle nécessaire. Léo se sentit utilisé, mais pire, il se sentit complice d'une terrible tromperie. Son amitié, la seule chose pure et vraie qu'il avait construite, était un mensonge depuis le début, une pièce d'un plan calculé. Il resta immobile dans le laboratoire secret, la lueur bleue des écrans illuminant son visage bouleversé. La vérité était là, autour de lui, froide et indéniable comme l'acier de l'exosquelette. Il connaissait maintenant le secret de Jean-Pierre Dubois et une question terrifiante se forma dans son esprit. Qu'allait-il faire maintenant? Léo ne dormit pas cette nuit-là. Assis sur son lit trop grand, dans une chambre trop luxueuse, il se sentait de nouveau comme le garçon du parc, seul, effrayé, mais avec une clarté brûlante au fond de lui. La peur était toujours là, mais elle était dépassée par une rage protectrice. Le bonheur de Chloé qu'il avait contribué à faire éclore avait été cultivé sur un terrain de mensonges, et lui, involontairement, en avait été le jardinier. Il ne pouvait plus être complice. Il devait affronter Jean-Pierre Dubois, il attendit le retour du milliardaire comme un prédateur attend sa proie. Quand il entendit le bruit de la berline noire sur l'allée de gravier, il prit la feuille qu'il avait subtilisée du laboratoire, le graphique montrant la corrélation entre les rires de Chloé et son nom. Catalyseur L et descendit les escaliers. Il trouva Jean-Pierre dans son bureau, la forteresse d'où il gouvernait son empire. L'homme venait de desserrer sa cravate et se versait un verre. Il ne remarqua pas tout de suite Léo sur le seuil. « Monsieur Dubois », dit Léo. Sa voix était plus ferme qu'il ne l'aurait cru possible. Jean-Pierre se retourna, surpris et agacé. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être dans ta chambre. »« J'ai besoin de vous parler », continua Léo en faisant un pas dans le bureau, la feuille serrée dans sa main. « Ça concerne votre expérience. » Le mot tomba dans le silence comme une pierre. Le verre de Jean-Pierre s'arrêta en l'air. Ses yeux, d'abord fatigués, devinrent 2 éclats de glace. « Je ne vois pas de quoi tu parles, dit-il, sa voix un sifflement bas et menaçant. « Sors d'ici immédiatement. »« Non, répondit Léo. Il fit un autre pas en avant et jeta la feuille sur le bureau brillant. « J'ai tout vu. L'aile est, l'exosquelette, les vidéos. J'ai vu comment vous m'appelez dans vos documents, dit-il en montrant la feuille. Catalyseur L. C'est ce que je suis pour vous? Un outil ?» La fureur sur le visage de Jean-Pierre était terrible. Un instant, Léo pensa qu'il allait le frapper. « Tu ne comprends rien, gronda l'homme en s'approchant. Tu as fourré ton nez dans des choses qui ne te regardent pas. Tu mets tout en péril. Mettre en péril quoi? Votre grand projet? La voix de Léo s'éleva, chargée de toute la trahison qu'il ressentait. Vous n'aidez pas Chloé. Vous l'utilisez, vous lui mentez. Chaque jour, chaque fois qu'elle rit avec moi, vous ne voyez pas votre fille heureuse. Vous voyez juste vos données qui s'améliorent. Votre amour est une expérience. La dernière phrase frappa Jean-Pierre comme un coup de poing en plein visage.
L'agressivité disparut de ses yeux, remplacée par quelque chose de bien plus profond, une douleur abyssale. Il recula en chancelant, s'appuyant sur le bureau comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Son masque de contrôle froid, construit au fil d'années de pouvoir et de douleur, se brisa en morceaux. Toi, tu n'étais pas là, murmura-t-il, la voix brisée. Pour la première fois, Léo ne vit pas le milliardaire, mais un homme anéanti. Tu n'étais pas dans cet hôpital. Tu n'as pas entendu les médecins dire « nous sommes désolés, il n'y a plus rien à faire ». Tu n'as pas entendu leurs mots vides, leur tape dans le dos pendant qu'ils te disaient que ta fille ne ferait plus jamais un pas. Jean-Pierre se couvrit le visage de ses mains et son corps fut secoué d'un tremblement. Sa mère est morte dans ce même accident. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est « prends soin de notre petite fille » et j'étais en train d'échouer. Je la perdais. Elle s'éteignait sous mes yeux et personne ne pouvait m'aider. Il leva les yeux vers Léo et ses yeux étaient pleins de larmes non versées, d'un désespoir pur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? La laisser dans ce fauteuil pour toujours. Accepter la défaite, je n'accepte jamais la défaite. Ce projet, cette technologie, c'était son seul espoir, sa seule chance. Et oui, je t'ai utilisé. J'ai utilisé toutes et tous ceux que je pouvais parce que un père désespéré fait des choses désespérées. Je l'ai fait pour elle, pour la sauver. Sa confession, hurlée dans le silence du bureau, était un mélange déchirant d'amour obsessionnel et d'arrogance. À cet instant, Léo ne vit plus un ennemi, mais un homme tragique, piégé dans sa propre incapacité à accepter la réalité. La colère de Léo s'apaisa, laissant place à une pitié confuse. Ce fut dans ce moment de silence chargé d'émotion qu'ils entendirent tous deux un petit bruit imperceptible venant de la porte. Ils se retournèrent brusquement. Là, sur le seuil, se tenait Chloé dans son fauteuil roulant. Ils n'avaient pas remarqué son arrivée, son mouvement silencieux sur le tapis. Personne ne savait depuis combien de temps elle était là. Mais en juger par son visage, elle avait assez entendu. Ses grands yeux bleus étaient écarquillés, remplis d'un choc et d'une horreur qui dépassaient les larmes. Son regard allait de son père, l'homme qu'elle aimait mais qui venait d'avouer l'avoir utilisé, à son meilleur ami, le garçon qui lui avait réappris à rire, mais dont l'amitié avait été apparemment un mensonge orchestré. Sa lèvre inférieure tremblait. La forteresse de joie qu'ils avaient construite ensemble venait de s'effondrer, révélant ses fondations pourries. Et elle était piégée au milieu des ruines. La vérité, une fois libérée, fut plus dévastatrice que n'importe quel mensonge. La demeure des Dubois plongea dans un silence plus profond et plus glacial qu'auparavant. Chloé érigea un mur invisible autour d'elle. Elle ne parlait plus, mais ce silence était différent du précédent. Il n'était pas vide, il était rempli d'une douleur accusatrice. Elle refusait de regarder son père. Et quand Léo essayait de l'approcher, ses yeux se remplissaient d'une trahison si profonde que chaque mot mourait dans la gorge du garçon. Le projet C, l'obsession millionnaire de Jean-Pierre, s'arrêta brusquement. Les techniciens cessèrent de venir. Les machines de l'aile prirent la poussière, monument silencieux à l'échec d'un homme qui pensait pouvoir programmer une âme. Jean-Pierre Dubois avait perdu. Il avait tenté de tout contrôler et ce faisant avait détruit la seule chose qui comptait, la confiance de sa fille. Pendant des jours, il s'enferma dans son bureau, non pas pour travailler, mais pour affronter ses démons. Il regardait une photographie sur sa table, la seule qu'il gardait, une image de sa femme et d'une petite Chloé courant vers l'objectif. Il comprit alors son erreur catastrophique. Dans sa course folle pour la faire remarcher, il avait cessé de la voir. Il avait transformé l'enfant en objectif, l'amour en protocole. Un soir, avec une humilité qu'il ne se connaissait pas, il alla chercher Léo. Il le trouva dans sa chambre, son sac à dos presque prêt, décidé à partir. Ne pars pas, dit Jean-Pierre, la voix basse et rauque, s'il te plaît. Léo se retourna, surpris par la fragilité de cet homme autrefois tout-puissant. Tu avais raison, continua Jean-Pierre en s'approchant. J'étais tellement aveuglé par ma douleur, par mon arrogance, que je t'ai traité comme un outil et ma fille comme un projet. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je t'ai pris ta liberté et j'ai essayé d'acheter ta gentillesse. Je te demande pardon, Léo. Il fit une pause, luttant avec les mots « C'est ta maison si tu en veux ». Pas comme un employé, mais comme un membre de cette famille brisée. Comme un fils, si jamais tu peux me pardonner. Les larmes silencieuses qui coulaient sur le visage de Jean-Pierre étaient sincères. Léo, qui n'avait jamais eu de père dans sa vie, vit pour la première fois un homme qui essayait désespérément d'en devenir un. Et son cœur, durci par la colère, s'adoucit. Ensemble, ils allèrent voir Chloé. Ils la trouvèrent sur la terrasse regardant les lumières de la ville.
Jean-Pierre s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, un geste qui valait plus que 1000 mots. « Mon amour, murmura-t-il, papa a fait une terrible erreur. J'avais tellement peur de te perdre que je t'ai fait du mal de la pire des manières. Je t'ai menti, ton sourire, ton bonheur sont les seules choses qui comptent, que tu marches ou non. Pardonne-moi, je t'en prie, je veux juste être ton papa. » Chloé le regarda. Puis elle regarda Léo, debout à côté d'eux. Elle vit le remords sincère dans les yeux de son père et l'affection inchangée dans ceux de son ami. Lentement, elle tendit une petite main et la posa sur celle de son père. C'était le début du pardon. Les semaines se transformèrent en mois. La demeure changea. Jean-Pierre annula le projet C. Il congédia Madame Lefebvre, les portes de lait les furent laissées ouvertes et la salle des machines devint une salle de jeu. L'ordre glacial fut remplacé par un désordre confortable. Ils commencèrent à dîner ensemble, parlant de tout et de rien. Jean-Pierre lisait des histoires à Chloé. Léo lui apprenait à dessiner. Et leur rire était maintenant libre, non mesuré. Ils devenaient une famille. Un dimanche après-midi, alors que Jean-Pierre et Léo aidaient Chloé avec ses exercices de physiothérapie, les vrais, prescrits par un médecin bienveillant, ce fut elle qui parla. « Je veux essayer, dit-elle, la voix claire et décidée. » Les deux hommes échangèrent un regard. « Essayez quoi, ma chérie ?» demanda Jean-Pierre. « La machine, répondit-elle en désignant l'exosquelette qui était resté dans un coin de la pièce, recouvert d'un drap. « Mais cette fois, je le fais moi, pour moi. » Avec un soin infini, ils aidèrent à enfiler l'appareil. Il n'y avait plus la tension d'une expérience, seulement le soutien silencieux de l'amour. Léo lui prit une main, Jean-Pierre l'autre. « On est là avec toi, » lui dit Léo avec un sourire. Chloé regarda droit devant elle. Elle respira profondément, rassemblant toute sa force, toute sa volonté, poussée non pas par un protocole, mais par la confiance dans les deux visages qui la regardaient avec amour. Elle contracta un muscle. L'exosquelette vrombit en réponse et puis, lentement, de manière chancelante, elle souleva un pied du sol et le porta en avant. C'était qu'un pas, un unique, petit, imparfait pas. Mais dans ce pas, il y avait tout. Il y avait le pardon. Il y avait l'espoir. Il y avait la victoire, non pas de la technologie ou de l'argent, mais d'une famille née de la douleur et reconstruite sur la vérité. Jean-Pierre pleurait ouvertement, un rire incrédule se mêlant à ses larmes. Léo la serrait fort, le cœur explosant de joie. Chloé les regarda, et sur son visage, il n'y avait pas seulement un sourire, mais le triomphe de celle qui avait enfin trouvé la force, non pas dans ses jambes, mais dans l'amour qui l'entourait. C'était que le début de son voyage, mais pour la première fois, ils le faisaient tous les trois, ensemble, dans la bonne direction. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits.